Merci, bonsoir. Ravi d'être là avec vous ce soir pour ce panel, cette présentation. Donc nous avons trois orateurs, oratrices avec nous ce soir. Donc Sofiane Merabet, qui est à ma gauche, qui est chercheur en anthropologie socio-culturelle, un spécialiste du Moyen-Orient moderne, associé de professeur en anthropologie à l'Université du Texas, à Austin, et auteur du livre Queer Beyrouth, qui est paru en 2014, et si j'ai bien compris, qui est une émanation de sa thèse. Plus ou moins, en partie. Voilà. Donc, du monde académique, Gunda Makouf, qui est avocate, membre de l'ONG Legal Agenda, et qui apporte au grand public des informations sur leurs droits individuels et civiques, ainsi qu'un soutien juridique aux minorités LGBT. Et puis ensuite enfin, mais pas last but not least, Mohamed Abidi, photographe libanais, donc fondateur de la revue artistique Queer Cold Cuts. Et ses propos seront traduits de l'anglais par Nathalie Sfer. Donc Mohamed comprend très bien le français et s'exprime de préférence en anglais. Et Nathalie va l'accompagner. Et donc comme vous l'avez indiqué, ces œuvres sont exposées à l'arrière de la... Merci beaucoup pour cette présentation et merci pour être là. Merci pour l'invitation tout d'abord. Je vais parler un peu d'une trajectoire académique qui s'inscrit dans le cadre d'une préoccupation avec ces identités dites LGBT. Donc cette première préoccupation professionnelle que j'ai eue autour de ce que nous appelons ici les identités LGBTQ+, s'est imposée à moi pendant mes premiers séjours au Liban, qui datent de la moitié des années 1990, c'est-à-dire juste après la fin de la guerre civile. Quand j'y suis arrivé en 1995 exactement, je ne savais pas du tout comment appréhender une réalité qui n'avait jamais été traitée dans le contexte académique, surtout ethnographique. J'étais un jeune étudiant en anthropologie et je commençais à côtoyer certains hommes qui se revendiquaient en privé comme homosexuels et avec lesquels je renouais contact dès mon retour à Beyrouth le printemps prochain, c'est-à-dire en 1996. Et tout en visitant des lieux de rencontre, dont des boîtes de nuit qui avaient ouvert à cette époque, un peu partout dans les alentours de la capitale libanaise, je ne faisais pas uniquement de nouvelles connaissances, que je qualifierais plus tard comme queer. Je me retrouvais aussi en présence d'une clientèle éclectique qui avait en ce moment-là non seulement soif de se défouler après la guerre civile, mais qui découvrait également des territoires jusqu'ici inaccessibles à cause des divisions spatiales qu'avaient engendrées les 15 années de 1975 à 1990. Donc, d'un côté, il y avait cette effervescence de cette jeunesse qui voulait sortir en boîte, mais cette sortie coïncidait en quelque sorte avec la connaissance de territoires voisins, mais jusqu'à présent inconnus. Donc, juste pour ceux qui connaissent Beyrouth, il y avait à l'époque une boîte très très importante qui avait un nom espagnol, Amor y Libertad, et qui se trouvait à Kaslik, et où il y avait en danseur de ventre oriental un peu genré d'une manière non normative, qui attirait une foule de gens
qui n'étaient pas exclusivement homosexuels, mais aussi. Et donc, ça créait une certaine ambiance et une certaine possibilité de se côtoyer dans ces lieux-là. Et en même temps, il s'agissait d'individus qui n'avaient jamais franchi la soi-disant ligne verte qui divisait à l'époque Beyrouth ouest du reste du territoire. Pour ceux qui ne le savent pas, Kaslik, le village ou la petite ville, maintenant la banlieue de Kaslik, se trouve à l'est du centre de Beyrouth. Donc voilà, enfin, pour moi c'est très très important de reconnaître cette croissante sociabilité queer pendant les années 90, avec, dans le contexte spécifique de ce Liban de l'après-guerre, ou de ce Beyrouth de l'après-guerre, qui était en train de refaire connaissance avec soi-même. À cette époque, je ne connaissais pas grand-chose de l'histoire moderne de l'homosexualité au Liban, et je ne voyais en fait que des individus marqués par l'expérience de la guerre, dont les récits individuels s'inscrivaient souvent dans un discours collectif de désaveu. Certains d'entre eux avaient grandi au Liban pendant les années de la guerre, d'autres étaient des soi-disant rapatriés rentrés au pays après avoir vécu à l'étranger, que ce soit dans des pays de la région, au Golfe, ou bien même en Europe et en Amérique. Et une troisième catégorie était constituée d'individus qui envisageaient l'émigration vers les pays occidentaux, notamment le Canada, qui était toujours une destination très très importante, en avançant des raisons professionnelles, mais jamais en fait sans invoquer une plus grande liberté sexuelle, subjectivement associée avec la vie en dehors du Liban et des contraintes de la vie familiale libanaise. Donc il y a toujours ce mot-clé de, en arabe, barra, c'est-à-dire dehors, et dans ce contexte, en dehors du pays, et peut-être même en dehors de la région, et souvent un barra qui est censé être, entre guillemets, occidental, qui privilégiait une vie meilleure. Il serait donc, à mon avis, une erreur de réclamer que les visibilités que j'appelle non-queer au Liban, en particulier à Beyrouth, aient pris naissance il y a une quinzaine d'années, comme le dit la petite introduction à notre panel aujourd'hui. Or, c'est bien avant l'établissement d'organisations revendiquant spécifiquement une lutte pour les droits LGBT+, que la présence et donc la visibilité d'individus et de groupes sexuellement non normatifs, ce que j'appellerais sexuellement non normatifs, doit être historiquement et socialement reconnu. Pour l'anthropologue que je suis, cette reconnaissance s'effectue surtout dans le cadre spatial assez bien défini, où ceux qui sont concernés, ou comment dire en arabe dialectal, khasson, c'est-à-dire concernés par être homosexuel, en langage bien sûr connoté qui a du sens sonner ce nom dans le contexte de la soi-disant communauté. Donc ces individus portent avec eux une sorte de carte mentale, une carte géographique mentale, sur laquelle on peut trouver des espaces qui permettent l'existence d'un certain homo-érotisme,
même si celle-ci, c'est-à-dire cette existence d'un certain homoérotisme, a vocation d'être temporairement éphémère, tout en incluant des lieux dont les fréquentations changent suivant l'heure. En d'autres termes, un endroit sur la corniche à Beyrouth, qui accueille des familles en promenade pendant les dimanches après-midi, peut avoir été un lieu de drague homosexuel très convoité la nuit d'avant. Et on pourrait dire la même chose d'autres endroits soi-disant publics ou semi-publics, qui en fait changent d'identité perpétuellement. Donc dans mon travail de terrain, au début des années 2000, pour écrire en partie ma thèse, je n'ai pas seulement fait la connaissance de personnes, hommes et femmes, qui étaient attirés sexuellement par le même sexe. Mis à part le catalogue de terminologie locale en arabe libanais, les affirmations autour d'une identité gay d'un côté, lesbienne de l'autre, tout au début, devenaient de plus en plus fréquents, même à cette époque. Et cela, même avant l'existence de toute organisation. Aussi, après l'établissement de celle-ci, de ces organisations, quelques années plus tard, notamment l'établissement de l'organisation Hulm, vous avez certainement entendu parler, qui avait lieu semi-officiellement en 2003, puis après en 2004, ça s'est établi davantage. Ces nouvelles affirmations dont je parle proliféraient en partie indépendamment de la voie identitaire tracée par les nombreuses ONG de défense des minorités sexuelles qui ont vu le jour depuis. Ces différentes trajectoires, et je pense que c'est très important, enfin un sujet qu'on pourrait éventuellement développer plus tard dans la conversation, ont parfois à voir avec les différences de classe sociale, enfin un sujet qui est très très important et à discuter ici, et avec la difficulté de certaines organisations à connotation, j'ose dire, bourgeoise, pour faire vite, de s'ouvrir à l'ensemble de la population. Et bien sûr, il s'agit là d'une certaine époque, c'est très très spécifique, c'est bien sûr aussi une situation qui constamment évolue, et la donne a certainement changé considérablement depuis le début des différentes activités à connotation activiste du début des années 2000. Et l'échiquier, bien sûr, politique a aussi changé considérablement. Donc maintenant, au lieu de venir en avant, et en fait je pourrais faire ça, mais étant donné que ça va en partie être le sujet de mes collègues ici, qui sont aussi d'une autre génération, si j'ose dire. Donc, mon travail actuel, bien que je sois anthropologue, ne suit en fait en partie les derniers développements des nombreuses luttes sur le terrain qui sont très très importantes, notamment les luttes juridiques. Je suis très très heureux d'avoir Luna assise juste à côté de moi et je suis ravi d'entendre ces différents avis à ce sujet. Ce qui me préoccupe, moi, personnellement, en tant que chercheur, c'est en quelque sorte l'évolution, non des lois, mais des mentalités avant la lettre. Il s'agit là, en ce qui concerne mon travail actuel, d'un travail d'archive qui essaie de reconstruire la notion centrale qui est celle
de masculinité, de la masculinité. Qu'est-ce que signifie d'être un homme dans un contexte comme celui du Liban d'aujourd'hui, en connaissance de cause d'une histoire très très précise. Donc ce qui m'intéresse, c'est par exemple, ce qui m'a fasciné, c'est d'être en conversation avec ce que j'appellerais des homosexuels d'un côté assumé, peut-être pas tout le temps, qui me parlaient de leur, enfin d'un certain âge, qui me parlaient de leur expérience sexuelle lors de la guerre, et même avant. Et comment la guerre a eu un impact très très concret sur ce qui pouvait être manifesté au niveau des différentes masculinités exprimées par les interlocuteurs. En somme, pour faire vite un peu, l'argument que j'ai pu collecter était que la guerre, même si la guerre, en partie pour certains, bien sûr la guerre, il s'agit de 15 ans, très très hétérogène, la guerre ne s'est pas passée de la même manière pendant toute cette période, et bien sûr avec différentes intensités sur le terrain, mais que même si elle a donné certaines possibilités d'expression sexuelle, et bien sûr là il s'agit souvent aussi d'une certaine nostalgie après le fait, elle a aussi fait en sorte que ce qui a été ou avait été possible quand il s'agit des différentes expressions de genre au début de la guerre devenait de moins en moins possible. Ça aussi, c'est un sujet très très intéressant à débattre. Il y a certainement, si cela s'avérait à être juste, il y a certainement plusieurs causes, dont la guerre, mais aussi ce qu'on appelle, aussi pour faire vite, c'est général, enfin ces évolutions générales de mentalité et la circulation croissante d'idées, d'idéaux mondialisés qui font en sorte que le Liban ne fait qu'une partie de ce monde qui est connecté avec que cela soit avec le reste de la région du monde arabe, avec l'Europe, les Amériques, etc. Donc voilà. Donc, ce que je disais, la notion centrale qui s'impose, pour moi en tout cas en étant centrale de masculinité et ses nombreuses contestations, c'est-à-dire c'est une notion qui est perpétuellement mise en cause, à partir de documents écrits, mais aussi d'interviews ethnographiques. Et j'essaie en fait de tracer une espèce de généalogie de ce que moi j'appelle une identité queer dans le Liban moderne, c'est-à-dire le Liban du XXe siècle, afin de démontrer que la lutte pour les libertés individuelles qui bousculent tabous et fondements traditionnels de la société libanaise, et ici je reprends le sujet de ce soir, ne date pas nécessairement d'hier. Donc évidemment j'ai beaucoup plus de choses à partager avec vous, mais étant donné qu'on a commencé en retard et que je voudrais profiter de l'occasion de parler avec vous et d'échanger des idées, je préfère m'arrêter là et donner la parole à Lina. Merci Sofiane. Tout d'abord, j'aimerais bien sûr remercier les organisateurs de cette conférence. Je suis ravie d'être là, d'autant plus que j'interviens aux côtés de Sofiane, un ami et un collègue que je respecte beaucoup. Et je pense que
tes travaux sont très importants parce que justement, tu montres en fin de compte que ces identités, elles existent au Liban et ce n'est pas justement un résultat ou un produit de culture occidentale qui viennent s'imposer au Liban. Et ça, c'est très important pour le droit parce que c'est très important de ne pas uniquement se placer sur le terrain des droits occidentaux ou sur le terrain des droits de l'homme comme produit occidental pour faire avancer l'égalité en droit libanais. En parlant de droit libanais, justement, il faut tout d'abord commencer par l'article 534 du Code pénal, bien évidemment. Cet article très célèbre est un article, justement, qui dispose que la conjonction charnelle contre l'ordre de la nature est punie d'1 an d'emprisonnement. Alors, cet article qui a un caractère très obscur, pour employer les mots de Montesquieu, qui parlait de ce même crime qui se trouvait en droit français, l'ordre de la nature, cette expression, je ne sais pas comment la définir, je parle sous l'autorité d'un anthropologue, mais bon, certains tribunaux libanais semblent avoir découvert quel est le secret de la nature. Cet article était interprété classiquement par les tribunaux judiciaires comme s'appliquant aux relations sexuelles entre personnes de même sexe biologique. Et ce qu'il faut dire, c'est que la simple affirmation par une personne qu'elle est homosexuelle, alors même qu'il n'y avait pas l'existence d'une conjonction charnelle, suffisait afin d'appliquer cet article. Et les magistrats ne trouvaient même pas le besoin de motiver, de justifier l'application de cet article, de montrer comment, en fin de compte, les relations sexuelles entre personnes de même sexe biologique étaient des relations contre nature. C'est ce qui manquait, en fin de compte, dans leur raisonnement pour que l'on comprenne pourquoi cet article s'appliquait. Ça allait encore plus loin, puisqu'il y avait également des tests qui étaient pratiqués dès lors qu'une personne était détenue et suspectée justement d'avoir violé l'article 534 du Code civil. Il s'agit donc d'un test anal qui était pratiqué sur instruction du ministère public par des médecins légistes pour tenter de prouver qu'une personne avait eu des relations sexuelles contre nature. Et donc dans les années 90, dans les années 2000, fin années 90, début années 2000, il y a une mobilisation sur la scène judiciaire, en tout cas sur la scène juridique. C'est un avocat, donc Nizar Sarrier, qui est fondateur donc, de l'ONG à laquelle j'appartiens, donc la Ligue des Janda, qui commence à contester cette lecture de l'article 534 et dans les années donc, 2010-2011, après justement une raid qui a résulté en la détention de plus de 36 personnes sur lesquelles on a pratiqué ces tests, donc ce que la Ligue des Janda a appelé donc, les tests de la honte. Il y a eu donc une mobilisation donc, sur une mobilisation publique initiée donc par la Ligue des Janda et le débat a été porté devant la scène judiciaire. Donc on a commencé en tant qu'avocat de contester cette lecture classique de l'article 534, ce qui a poussé les magistrats à justifier l'application de cet article et ce qui a poussé d'autres magistrats à écarter l'application de cet article. Et donc là, on a retrouvé donc, sur la scène juridique une mobilisation des concepts de nature et de culture dans des sens opposés. Certains magistrats mobilisaient ces concepts afin de justifier l'application de cet article, alors que d'autres avaient utilisé ces concepts justement afin d'écarter l'article 534. Et ce qui est intéressant dans ces décisions de justice, c'est de montrer qu'en fin de compte, derrière le masque de l'objectivité qui est prôné par certains juristes afin de mettre en œuvre cet article-là, il y a des conceptions morales et la volonté d'imposer un modèle d'hétérosexualité obligatoire qui ne se justifie pas juridiquement et qui ne trouve d'assise
que dans des conceptions morales personnelles aux magistrats qui étaient en train d'appliquer cet article-là. Et c'est ce que je vais justement tenter de démontrer. Ce qui est important de dire, c'est qu'après la mobilisation, notre mobilisation contre la pratique de ces tests anneaux, donc les tests de la honte, il y a eu une intervention du président de l'Ordre des médecins, une intervention de plusieurs associations médicales libanaises qui dénonçaient ces pratiques comme étant contraires à l'éthique médicale, et il y a eu une circulaire émise par le procureur de la République auprès de la Cour de cassation qui empêchait d'imposer ces tests-là, mais qui quand même donnait des instructions aux membres de la police d'informer les personnes qui refusaient de se soumettre à de tels tests qu'un tel refus pourrait être pris à leur encontre comme prouvant les faits qui étaient allégués. Tout d'abord, je vais donc évoquer les décisions de justice qui ont considéré, donc, qui ont utilisé les concepts de la culture au service d'une hétérosexualité imposée, donc dans les décisions de pénalisation d'homosexualité. Selon ces décisions-là, l'ordre de la nature devrait être déterminé en fonction de la culture de la société libanaise. Selon ces décisions-là, c'est la culture de la société libanaise, et je dis bien la culture, puisqu'il n'y a bien évidemment qu'une seule culture, qui va donner à la nature un sens. Et on lit donc dans l'arrêt qui a été rendu le 7 juin 2016 par la Cour criminelle de Beyrouth, ce raisonnement a été d'ailleurs repris par d'autres juridictions, que la relation homosexuelle est une relation contre l'ordre de la nature en vertu des critères tolérés par la société libanaise. Bien évidemment, la Cour ne s'explique pas sur la nature de ces critères-là. On ne sait pas quels sont les critères de la société libanaise, tolérés par la société libanaise, qui définissent ce qu'est une relation tolérée. Et la Cour ajoute que les relations sexuelles naturelles au sein de notre société sont les relations entre un homme et une femme et non entre individus de même sexe. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que la Cour criminelle, en fin de compte, définit l'ordre de la nature par rapport aux valeurs de la société libanaise. Des valeurs qui justifient la pénalisation des relations entre personnes donc de même sexe biologique et qui permettent de définir ce qui transgresserait donc cette culture et cette société. Ce qu'on peut dire justement par rapport à cette décision-là et par rapport justement aux décisions qui reprennent ce raisonnement-là, c'est qu'il y a bien évidemment une essentialisation de la culture libanaise. On considère dans ces décisions-là que la culture libanaise est une entité uniforme, homogène, qui rejette hors de ces sphères donc, toute relation sexuelle entre personnes de même sexe biologique, et l'hétérosexualité est ainsi érigée au nom de la culture de la société libanaise au rang de la seule sexualité admise par le droit libanais. Cette lecture est bien évidemment contestable puisqu'elle néglige l'existence au sein déjà d'une même société, n'importe quelle société, d'une multitude de cultures qui contestent le modèle de l'hétérosexualité fondé sur la différence des sexes. Donc, ce qui est problématique déjà dans ce genre de décision, et là je parle sous l'autorité d'un anthropologue, c'est qu'il y a un rejet justement de toute forme de différence au sein d'une même société et qu'on a la prétention de pouvoir dire justement, de pouvoir définir la culture d'une société et de pouvoir définir l'ordre de la nature, qui est supposé être un concept universel, à partir d'une notion qui est très relative, telle que la notion de culture. Bien évidemment, je pense que cette lecture est également contestable en regardant la réalité de la société libanaise. Et donc là, je cite toujours Sofiane, parce que je pense que, comme Sofiane vient de le dire, il y a des espaces donc, de culture parallèles et
un espace dans lequel il y a l'expression de formes de sexualité différentes que le modèle hétérosexuel au Liban. Et là, ce que Sofiane vient de nous dire, c'est que ces formes-là ne sont pas nouvelles, elles ne sont pas modernes, elles existent au Liban. Et aujourd'hui, on a un espace public qui est traversé par des lieux revendiquant une image queer. On a des pubs, on a des boîtes de nuit, on a des associations, l'association Helm, mais il y en a d'autres, qui revendiquent cet espace, l'espace public, comme un espace dans lequel on peut justement manifester, exprimer, vivre une sexualité qui est différente du modèle hétérosexuel, Et donc la lecture dont par ces juridictions qui fondent en fin de compte la définition de l'ordre de la nature par rapport à une lecture unique et uniforme de la culture au sein de la société libanaise sont incorrectes et elles ne reflètent pas l'image au fait de la société libanaise. Il y a également donc des associations médicales, notamment la Lebanese Psychiatric Society, l'ADMASH, l'association donc, de psychologie, Lebanese Psychological Association, qui, dans les années 2013-2014, déclare que l'homosexualité n'est pas une maladie. Ces associations prennent position clairement pour dire qu'il n'est pas acceptable de considérer que l'homosexualité est une maladie. Et c'est important de le dire parce que ça montre qu'en fin de compte, comme je l'ai dit en guise d'introduction, que cette question n'est pas une question qui provient de l'Occident, que, en fin de compte, les revendications qui se passent devant la scène judiciaire ne proviennent pas des pays occidentaux et des pays étrangers, qu'il existe en fin de compte des individus au sein de la société libanaise qui revendiquent cet espace judiciaire. Et aux côtés justement de cette scène judiciaire, il y a un mouvement qui se passe aussi au niveau de la scène médicale au Liban. Et tout ça, c'est libanais, ça ne provient pas au fait de l'étranger. Contrairement à ces décisions-là, qui ont maintenu la pénalisation donc, de l'homosexualité, on retrouve des décisions qui ont écarté justement cet article 534 lorsqu'il s'agissait de personnes qui étaient traduites devant ces juridictions pénales sur le terrain de cet article. Et là, ce qu'on peut remarquer, c'est que les concepts de nature et de culture sont mobilisés dans un sens complètement différent. Ces magistrats partent tout d'abord du constat, en fonction du fait, l'ordre de la nature n'a pas été défini par le législateur. Et que ce concept, justement, de nature est un concept plurivoque, qu'il n'est pas évident de définir. Qu'est-ce qui ressort de l'ordre de la nature? Certains font appel à des lectures philosophiques, d'autres montrent au fait que même les études, que les études scientifiques montrent qu'il est impossible justement de donner un sens univoque à la nature, et donc ça leur permet de sortir de cette interprétation stricte de l'article 534 qui prétend définir qu'est-ce que c'est que la nature. Et la nature est même mobilisée par certains magistrats dans un sens qui est complètement différent, puisque la nature, dans ces décisions-là, est définie en fonction du droit naturel. Du droit naturel, des droits fondamentaux, des droits inhérents à la personne humaine, qui sont indissociables de la personne humaine, et qui justifient justement que toutes les personnes soient traitées à égalité, et que la liberté des individus soit protégée au nom justement de la nature et des droits naturels. Et c'est ce qu'on lit justement dans une décision en date du 26 janvier 2017. Ce qui est intéressant en fin de compte dans cette décision, c'est que le juge affirme que ce qui serait contraire à l'ordre de la nature ne sont pas les relations entre personnes de même sexe biologique, mais c'est justement la pénalisation des personnes
qui ont une orientation sexuelle différente. Puisqu'on créerait une inégalité au sein de la société libanaise, et c'est cette inégalité-là qui est contraire à l'ordre de la nature. Et c'est la discrimination entre individus qui est contraire à l'ordre de la nature. Et ce magistrat reconnaît également qu'il existe au sein de la société libanaise plusieurs cultures, puisqu'il affirme que même si les pratiques qui sont assumées par une certaine partie de la population ne sont pas des pratiques majoritaires, ça ne veut pas dire que ces pratiques-là devraient être sanctionnées sur le terrain du droit, qu'une minorité au sein de la société doit avoir accès aux mêmes droits que la majorité, et on ne devrait pas raisonner en termes de majorité et de minorité pour définir qu'est-ce qui serait acceptable dans une société ou qu'est-ce qui serait contraire à la société. Et donc on voit bien que la référence, en fin de compte, à la nature et à la culture dans ces décisions écartant la pénalisation, ce n'est pas la seule décision, il y en a d'autres, se fait dans un sens qui est complètement contradictoire avec la Cour criminelle de Beyrouth, puisque dans ces décisions-là, la nature est mobilisée afin d'imposer le respect des droits fondamentaux et l'égalité et la liberté sexuelle, et la culture est utilisée pour montrer qu'au sein d'une même société, il existe une diversité de cultures et qu'il ne revient pas au droit justement de combattre certaines cultures, mais qu'il revient au droit de protéger ces différences qui existent au sein de toute société tant qu'il n'y a pas une atteinte à d'autres personnes. Et ce raisonnement-là, on le voit aussi dans la décision de la Cour d'appel du Mont-Liban le 12 juillet 2018. C'est une décision qui a été rendue après que le ministère public avait fait appel de la décision du juge pénal de Jdaïdé, puisqu'il y a eu bien évidemment toute une mobilisation autour de cette décision, une mobilisation de certains courants religieux au sein du pays pour appeler justement à ce que cette décision soit censurée sur le plan de la Cour d'appel. Et là, il était important devant la Cour d'appel de montrer justement que lorsqu'on parle de ces questions-là, on parle de questions qui agitent la société libanaise. On parle de personnes qui se retrouvent dans un état de vulnérabilité à cause d'une utilisation du droit pour imposer une hétérosexualité qui ne s'impose pas d'une manière objective. Et la Cour d'appel du Mont-Liban a rejeté l'appel qui avait été intenté par le ministère public en adoptant une méthode d'interprétation assez courageuse, puisque la Cour d'appel considère qu'il faut interpréter le texte au regard de l'évolution de la société libanaise et au regard des concepts de justice sociale. Et que le texte, en fin de compte, pour qu'il soit applicable, il faut qu'il demeure raisonnable et juste. Il faut qu'il y ait une application raisonnable du texte de loi et une application juste du texte de loi. Et la Cour d'appel considère donc que l'article 534 n'est pas applicable aux relations entre personnes de même sexe biologique, parce qu'en fin de compte, elle prend en compte l'évolution de la société libanaise qui ne permet plus de dire que ces relations sont des relations qui ne sont pas tolérées au sein de la société. Et ce qu'on avait tenté, donc ce qu'on a démontré devant la Cour d'appel, c'est que les relations sexuelles au Liban aujourd'hui n'ont pas pour objectif exclusif la conception d'enfants. Et c'est applicable aussi bien au niveau des relations entre personnes de même sexe que des relations entre personnes de sexe différent, de sexe biologique différent, puisque dès les années 80, le législateur a dépénalisé la commercialisation des produits contraceptifs. Et dès lors que le législateur ne considère plus que toute relation sexuelle doit avoir comme but la conception d'enfants, ça veut dire que selon le raisonnement du législateur, les relations entre personnes de même sexe biologique ou entre personnes de sexe biologique différent sont des relations qui sont tolérées par le législateur.
Et on ne peut plus donc appliquer cet article aux personnes donc, homosexuelles ou personnes transgenres. Ce qui est important également d'indiquer, c'est que dans deux décisions, une décision du 28 janvier 2014 et la décision de la Cour d'appel du Liban, donc du 12 juillet 2018, les juridictions vont encore plus loin, puisqu'elles considèrent que la relation entre un homme et une personne transsexuelle doit être assimilée à la relation entre un homme et une femme. Et donc, il y a dans ces décisions-là une reconnaissance donc, de l'identité de genre, sur le terrain, en tout cas, du droit pénal, mais également sur le terrain du droit civil. On voit émerger des décisions qui reconnaissent aux personnes transgenres le droit de revendiquer le changement de sexe en ce qui concerne l'état civil. Et dans ces décisions-là, qui émanent des juridictions civiles, mais on n'a pas le temps justement de parcourir toutes ces décisions-là, on évoque le concept de l'identité de genre. Donc le concept de l'identité de genre est évoqué, ce qui est très important sur le plan juridique, parce que classiquement, le droit, et je parle du droit libanais en tout cas, ne reconnaît que le sexe biologique. Et le concept de genre, on n'a pas une référence au genre dans les textes du droit libanais. Mais avec ces décisions qui sont relatives, qui ont été rendues à la suite de demandes qui ont été présentées par des personnes transgenres, on voit dans ces décisions-là l'admission donc du changement de sexe au nom du respect de l'identité de genre et au nom du droit au respect donc de la vie privée. En guise de conclusion, ce que j'ai essayé au fait de démontrer, c'est que ces décisions donc, montrent que l'usage des concepts de nature et de culture, donc, quant à l'application de l'article 534, révèle les enjeux qui sous-tendent le discours juridique portant sur l'homosexualité. Bien évidemment, ces enjeux sont axés sur le contrôle de la sexualité. Le raisonnement en fonction duquel l'homosexualité est contraire à l'ordre de la nature, selon la manière de vivre de la société libanaise, révèle qu'il s'agit d'un raisonnement totalisant, qui réduit en fin de compte la société libanaise à un relativisme culturel qui est très contestable. Si vous avez été à Beyrouth, si vous connaissez Beyrouth, vous pouvez remarquer que cette affirmation est contredite par la réalité sociale, par l'existence justement d'espaces au Liban qui sont publics, qui ne sont pas des espaces cachés, qui montrent au fait que la société libanaise ne se réduit pas à une seule culture et qu'elle ne se réduit même pas à plusieurs cultures religieuses. Ce n'est même pas le Liban n'est pas uniquement un pays de minorités religieuses ou un pays de communautés religieuses. Il y a plusieurs cultures qui existent au Liban, comme dans toute société. Ce n'est pas un particularisme de la société libanaise. Et je pense donc que Monique Wittig a montré que ces discours-là, justement, sur la nature et sur la culture, montrent comment, justement, on impose une hétérosexualité au nom d'un concept aussi vague que le concept de nature. Je vous remercie. Oh wow, that's very difficult to follow. I'm very happy to be here. I want to thank the Institute for having me here, and I'm very happy to be with Sofiane and Yumna, talking about maybe important things, but maybe taking in a bit of a lighter note or showcased on a lighter note. I want to also thank Nathalie for bearing with me and bearing with my fear of public speaking. So I will not be speaking in French simply because I'll feel more comfortable speaking in English. Or can I just go on? Okay. So I'm a photographer and a filmmaker, and I'm editor-in-chief of Cold Cuts Magazine. And what Cold Cuts Magazine is
is a photojournal exploring queer culture and the Arab world. Similarly to what both Sofiane and Yumna have discussed earlier, queerness is not a Western concept. So queerness has existed in the Arab world for as long as the Arab world has existed, of course, and queerness has existed all over the world ever since the world has existed. But unfortunately, queerness comes from a frustration that I personally have with the lack of documentation of our own queer history as Arabs. Go for it. Bonjour, merci beaucoup d'être ici et je suis ravie d'être parmi vous. Merci à l'Institut des cultures d'Islam, à l'IRAMO. Je vais essayer d'aborder ce concept d'une manière un peu plus légère, mais tout aussi importante. Je suis moi-même photographe, réalisateur et éditeur en chef de Cold Cuts Magazine, qui aborde la culture queer dans le monde arabe et qui aborde le monde arabe aussi en parallèle. Cold Cuts vient effectivement d'une frustration par rapport à comment a été abordée effectivement cette culture-là. Continue. So as I was saying, Cold Cuts comes from a frustration of just lack of documentation of our own queer history as Arabs, and it comes from my own personal frustration in trying to find as much documentation as possible and finding something for someone that I can relate to. And most of what we find, unfortunately, are stories that have not been written and stories that have not been documented. So as much as we as Arabs can identify with Western queer documentation, at the end of the day there's only so far we can relate before we start feeling like, okay, but it's not necessarily our own culture, or I'm sure. So yeah, go for it. Donc oui, donc cette frustration, effectivement, c'est une frustration personnelle qui vient d'un manque d'identification par rapport à un manque de documentation de cette culture queer dans le monde arabe, cette culture qui n'est pas seulement évidemment occidentale. Et je trouve que j'avais du mal à trouver effectivement une identification dans tous les documents que j'avais autour de moi par rapport à cette culture-là. That is, of course, not to say that there is no documentation of our own queer history as Arabs. It's just not enough, I guess. C'est ça. Ce n'est pas que ce n'est pas qu'il n'y en a pas, évidemment, c'est juste qu'il n'y en a pas peut-être assez. So what we try to do, what I try to do with Cold Cuts and what I try to do in my personal work is take advantage as much as possible of my position as a member of this queer community, as a Lebanese queer community, and maybe even broader as an Arab queer community, to kind of document the present, at least, for future generations of queer LGBTQIA plus members of the Arab world. Donc ce que je tente de faire, c'est surtout profiter de ma position dans cette communauté-là, moi-même en tant que membre de cette communauté, mais aussi surtout de documenter le présent pour les générations futures dans cette communauté LGBTQ+. No. Now I know. Okay, so yeah, so that's what we try to do. Your work, maybe. Yes, my work. Okay, so yeah, it's definitely not time. I mean, it was time a long time ago, but it's definitely we should definitely try to start telling our own stories.
And I mean, I try to do my part, at least, in telling not only my story, but helping other people within the community, within my community, to tell their stories. And this is one example of so basically this project, this ongoing project that I'm working on is called We Can Tell Our Own Stories. And before I go on. Donc oui, donc ce que je trouve, c'est qu'il est temps de nous-mêmes raconter notre propre histoire. Donc pas seulement ma propre histoire, mais aussi d'aider ma communauté à raconter son histoire. Et le projet sur lequel je travaille s'appelle Il est temps de... We can tell our own. On peut raconter notre propre histoire, en fait, notre propre vécu aussi. So it really is just about taking back control of our. So it really is about just taking back control of our own narrative. So this ongoing project actually is basically just several stories that I work on, several little projects that I work on. Sometimes the projects or the stories are centered around a person or two people or a family or just a very specific entity, like the series that is here, Torres and Andrea, which is about Andrea and her is Andrea Torres. Donc effectivement, ce projet-là, il est question de reprendre le contrôle de son histoire, de son vécu. C'est un projet qui est en cours, qui est constitué de plusieurs histoires. Et quelquefois il s'agit d'individus, quelquefois il s'agit de groupes d'individus, de familles, et comme par exemple pour le travail qui est exposé ici, il s'agit d'Andrea et de sa famille. So before I specifically talk about this project, just to sum up, so basically what I do and what I do through my work in Cold Cuts is try to document the present, whether it's the happenings, the eventful, the everyday, the people, the activists, the designers, the nightlife personalities, the researchers, just everyone that's part of the queer community in Lebanon and the Arab world. And what I also try to do as much as possible is document our recent past as much as possible. Try to take advantage of the few people that are still around us and the few people that we can still get stories from about maybe the heyday of pre and post-war queer Beirut, and try to document as much of that as possible as well. Donc juste avant que je me plonge dans le projet lui-même, ce que j'essaie de faire, c'est évidemment donc, de documenter le présent avec toutes les sortes d'individus, de métiers, de vocations qu'il y a, donc les chercheurs, les artistes, les designers, etc. Mais aussi de documenter le passé proche, aussi, donc d'avoir les histoires qu'on pourra peut-être bientôt ne plus avoir, ces histoires-là donc tu as parlé de la guerre, I'm not going to be able to translate. Non, oui, c'est ça. Mais donc, je sais pas. Je ne suis pas vraiment approchée. Apogée, voilà. Voilà, exactement. Donc, de cet apogée, en fait, donc, de ce passé-là, et donc de ces histoires-là qui peut-être nous ne pourrons plus avoir bientôt. So that's me in a nutshell. As for this project specifically, when Sabi right there got in touch with me for the project for this exhibition, this was something that I had already been thinking about, but just maybe needed the right opportunity to just dive into it. So basically, Andrea is someone I met a few years ago. Andrea identifies as non-binary. And as
as a lot of non-binary individuals like Andrea face in Lebanon, which is a difficulty to find employment. So it's not just about transgender individuals, but it's also with non-binary individuals where it's just they find difficulty trying to find employment or trying to find jobs. And this is where, when I met Andrea, I took her in as my photo assistant, actually, and that's how we met. Donc par rapport à ce projet-là, quand Sabine, ici présent, m'a contacté pour essayer de travailler ensemble et d'avoir quelque chose à exposer ici, j'ai saisi cette opportunité pour tacler ce projet que j'avais déjà un peu en tête, mais que je n'avais jamais eu l'occasion de travailler. Donc Andrea est une personne qui s'identifie comme non-binaire, et comme toutes les personnes au Liban, libanaises qui sont non-binaires ou d'ailleurs transgenres, elles ont des difficultés à trouver du travail. Et c'est à cette occasion-là que je l'avais rencontrée et que je l'avais embauchée comme assistante photo. So actually, it was through That's very good, by the way. That was very good. I sound very good in French. So actually, Andrea was the first. It was through meeting Andrea that I started realizing a bit more and more how many difficulties actually a lot of sub-communities from the queer community in Lebanon face. And so Andrea was the first was the first. It was kind of what opened my eyes to this subculture and the difficulties that they face within the queer community, and was the first person that I actually take in and try to help in that sense. And since me as well as us as Cool Cuts have been actively trying to get as many work opportunities as possible for transgender people and non-binary individuals. And that you go with that. Donc c'est surtout en rencontrant donc Andrea et petit à petit que j'ai compris en fait combien il y avait des difficultés pour ces personnes dans leur quotidien au Liban par rapport un peu à tout, et que donc évidemment j'ai essayé de l'aider, et d'ailleurs depuis ce que j'essaie de faire avec Colcots, c'est d'essayer de donner des opportunités de travail le plus possible en fait à ces personnes. So through the work that I've been doing, I'm realizing that I'm learning every day. I mean, I never pretended to know everything about queer culture, my community, but it's to a ridiculous extent how complex our queer culture is. There are so many things and so many people and so many sub-communities that I learn about every single day, and I get to meet every single day, and it's crazy because it's like we're categorized under this term, right? Under queer, and it's like as if we're all the same, but it's not really a matter of sexuality. It's not about sexual orientation. It's just it's a community, fine, maybe because we bond with each other and we're all there for each other, and we do feel like a community, but that doesn't mean that we're all the same. And actually, it's just there's so many beautiful, gorgeous differences between all of us, and I think that's a long enough intro before I talk about that. Donc
donc oui, c'est à travers ce travail-là, à travers cette rencontre aussi, que j'ai appris beaucoup de choses et que j'en apprends tout le temps, toujours. Je ne prétends pas du tout connaître complètement, parfaitement, en fait, ni la question, ni le sujet du tout de la communauté queer. C'est tellement complexe, en fait, cette communauté. Il y a tellement de choses, tellement de personnes. C'est sûr, on nous catégorise, on nous met tous derrière sous ce mot-là, ce queer, mais finalement, ce n'est pas seulement par notre orientation, mais c'est parce qu'on est une communauté et que, en fait, parce qu'on est là pour les uns pour les autres. Mais sinon, à part ça, il y a tellement de différences aussi dans cette communauté. So I'm not gonna talk too much in details about this project. If you guys have any questions later, I'll be around and I'll be more than happy to answer them. But basically, what this project was Andrea kept talking to me about her mother and how supportive her mother was for almost a year. And I always told her she was very lucky to have a mother like that. But it wasn't up until I met Doris, Andrea's mother, that I realized that Andrea was downplaying that relationship greatly. And it was, in fact, one of the most beautiful things I had ever witnessed in my life. Doris is not supportive of Andrea. Doris it's literally simply just is about love. I mean, it's not about overcoming her son or daughter's sexual orientation or sexual identity. It's not about overcoming anything. It wasn't even part of the equation. It just was. And just the way they deal with each other is just the most beautiful thing. And I wanted to highlight that. I wanted to highlight the positive aspect of queerness within Middle Eastern families with so-called Middle Eastern values. And I wanted actually to contradict all those Je ne vais peut-être pas parler beaucoup en détail en fait, de ce projet et je serai très heureux d'en parler plus tard avec les questions que vous pourrez me poser. Je serai aussi ici un peu plus tard après la conférence, donc n'hésitez pas à venir et discuter de ce projet avec moi. Andrea me parlait beaucoup de sa mère. De combien sa mère la soutenait au fait dans sa problématique, dans sa découverte de sexualité, etc. Mais franchement, ce n'est que quand j'ai rencontré Doris, donc la mère d'Andrea, que j'ai réalisé qu'Andrea ne faisait pas honneur à combien en fait sa mère Doris était là pour elle. Ce n'était même plus une question d'être là pour elle, c'était tout bêtement une question d'amour, c'était littéralement ça, ce n'était plus une question de tolérer ou pas la sexualité de son fils ou sa fille, c'était juste tout bêtement, c'était naturellement une question de relation basée sur l'amour, et j'ai voulu donc montrer cette vision un peu contradictoire de tout ce qu'on dit aussi donc dans la communauté, de certaines histoires, de certains vécus qui sont le contraire de ça. It's basically to contradict. I got my train of thought. Yeah. It's basically also to contradict this what is the word? I'll find the word. This misconception. Yes, thank you. This misconception of homosexuality or queerness within the Arab world, or Lebanon specifically, being more accepted in des familles plus. Yes. Yeah. Which is actually not the case, and that's something that I wanted to kind of also highlight. Donc en fait, je voulais aussi contredire le fait
Ouais. Oui, cette idée préconçue aussi. Que c'est juste peut-être dans les familles les plus aisées que, en fait, les enfants homosexuels sont peut-être plus acceptés, c'est ça. Et effectivement, je voulais contredire ça. Je voulais montrer que ce n'est pas le cas. Pas seulement. Oh, thank you for putting up with me all week. Merci pour vos brillantes présentations et la traduction qui met tout autant. Et c'est pas forcément aisé, puisqu'on a quand même traduire dans l'émotion. Et merci, et vraiment vous avez une cohésion d'ensemble, vous avez sous différents aspects, sous différentes formes, vous avez traité d'un sujet, de points vraiment de convergence. Moi j'ai retenu, j'ai une question qui émerge en fait quand on l'a évoqué, Sofiane l'a évoqué au départ, mais et tu l'as évoqué aussi, c'est finalement ce rapport. Peut-être que le Liban a cette caractéristique d'avoir été confronté à la mort dans la chair et pendant la guerre du Liban, et qui reste aujourd'hui très présent dans le quotidien des Libanais. Pour ce que je connais des Beyroutis, on vit avec cette idée que la séance peut s'arrêter, on peut ne pas se revoir le soir, etc. Et ça, c'est très ancré. Et du coup, est-ce que selon vous, ça a un lien, ce rapport à la mort a un rapport à la vie? Et là, vous parliez globalement de la diversité, de l'amour. C'est cette volonté de promouvoir quelque chose qui n'est pas une normalité prédéfinie par une histoire arabe et libanaise, mais c'est ce côté un peu l'explosion de la vie, en fait, qui n'est pas structurée. Alors, ma question, parce que la question est-ce que pour vous, la position du Liban en particulier par rapport au Moyen-Orient, par rapport à son histoire, fait cette caractéristique de cette question? Est-ce que la structuration de la question, est-ce que le fait que ce soit des associations qui se sont créées peut-être pas au départ il n'y avait pas d'association, il n'y avait pas de revendication, si j'ai bien compris. Pendant la guerre du Liban, après la guerre du Liban, cette libération, il n'y avait pas de revendication, et puis après, il y a eu des revendications. Est-ce que ces revendications, de cette nécessité de revendiquer sont nées les associations? Est-ce qu'aujourd'hui, on a les dernières décisions que tu as mentionnées? Est-ce que c'est optimiste? Ça ouvre la voie à quelque chose? Alors, déjà, je ne sais pas s'il y avait des revendications avant ou pas. Sofiane le sait plus que moi sur le plan d'histoire. Dans mon intervention, en fait, ce que je disais, c'est que dans les années 2000, on a porté ces revendications sur la scène judiciaire. Et c'est différent. Donc, ce que je veux dire, c'est que les revendications prennent une forme juridique à partir des années 90 et des années 2000. Est-ce que c'est une particularité de la société libanaise? Je ne le pense pas. Quand on regarde la Tunisie, quand on regarde ce qui se passe en Tunisie, quand on regarde ce qui se passe au Maroc, dans les sociétés arabes, il y a une certaine forme d'organisation et il y a des revendications. Je ne suis pas experte des autres sociétés, de ce qui se passe, mais je sais que ce mouvement, il existe en fait. Alors pourquoi le Liban? Pourquoi y a-t-il eu toutes ces décisions, etc. C'est parce qu'à mon avis, on a un peu bousculé les idées reçues que l'on retrouve également, les misconceptions que l'on retrouve également, et surtout plutôt sur le terrain juridique. Derrière les conceptions juridiques, il y a toujours des intérêts et il y a toujours un jeu de pouvoir.
ce ne sont pas des questions objectives et ce ne sont pas des questions qui sont propres aux sociétés arabes. Je veux dire, il faut également regarder les sociétés occidentales. Ce n'est pas parce que la marche a été peut-être plus rapide dans les sociétés occidentales que cette question-là est une question particulière aux sociétés arabes. Non, au contraire, on se pose la question même de savoir, au Liban en tout cas, quelle est l'origine de ce texte, l'article 534. Est-ce que c'est la France? Parce qu'on ne le retrouve pas sous l'Empire ottoman. Je n'ai pas de réponse, parce qu'il n'y a pas eu, à ma connaissance, une étude sur cette question, mais c'est une question qui mérite d'être posée. Quand le code pénal a été promulgué au Liban, on était sous le mandat français. Donc, c'était des juristes qui viennent d'une tradition juridique française. Ce texte, on retrouve la même expression contre l'ordre de la nature dans le droit français, avant qu'il n'évolue, bien évidemment. On le retrouve dans d'autres pays qui, eux aussi, étaient sous mandat français. Donc, est-ce que c'est une particularité des sociétés arabes ou non? Je ne pense pas. Est-ce que c'est un produit du mandat, du colonialisme, etc.? Je ne le pense pas. Il faut qu'il y ait que cette question soit étudiée pour voir. Et puis cette relation, en fait, à la mort, juste sur ça, oui, on a vécu la guerre, notre rapport à la vie et à la mort, mais également, il y a cette idée, en fait, cette conception des Libanais qui ne pensent pas au futur. Non, je pense. On pense au futur, je ne pense pas que je vais mourir ce soir. J'espère que je ne mourrai pas ce soir. Non, je sais, mais parce qu'il y a, en fait, ce discours. Et je pense que ce discours fait partie des mythes, non pas qui sont collés à la société libanaise, des mythes, au fait, qui sont revendiqués même par des Libanais. Je ne pense pas que c'est juste un mouvement d'un seul côté. Et nous, en fait, à la Ligue Jeune, nous, ce qu'on fait, en fait, c'est on ne défend pas uniquement les questions de genre et de minorité sexuelle. Nous, en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est de porter les mouvements militants qui concernent des problématiques sociales et économiques sur la scène judiciaire, pour révéler qu'en fin de compte, ce qui est derrière le droit, c'est un rapport de pouvoir au sein de la société. Et je pense que ce mouvement-là, on le voit dans d'autres sociétés arabes, notamment la Tunisie. Quand on regarde ce qui se passe en Tunisie, les Tunisiens vont même plus loin que les Libanais sur ce terrain-là, notamment en ce qui concerne les questions qui sont relatives aux droits des femmes, à l'égalité homme-femme, les questions de droit des successions, le mariage civil, etc. Et il y a également un mouvement sur le terrain des minorités sexuelles. Donc ce n'est pas une particularité de la société libanaise, même si on a eu en fait, l'occasion de porter ce débat peut-être plus visiblement sur la scène judiciaire. Ça fait un peu de question. Yuna, bien sûr, tu as tout dit. Mais pour en revenir au début, ça dépend bien sûr de la définition de revendication. Je pense qu'elle dépend du contexte historique et politique du moment. Et il serait certainement une erreur de dire que les revendications commencent avec l'établissement d'organisations globales. Et qu'en fait, ce qui m'intéresse toujours, c'est en fait les différentes notions d'appropriation d'espace, de revendiquer sa présence, donc la visibilité, qui peut évoluer en une démarche structurelle, notamment juridique, mais pas nécessairement. C'est ça ce qui m'intéresse moi en tant qu'entrepreneur. Et dans ce cadre-là, on peut définir, on peut voir cette revendication, ces revendications ayant existé bien auparavant. Et les échéances, cela dit, changent. Donc,
comme comment dire, la présentation, la manifestation de certaines revendications et de certaines identités change selon la donne sociale. Et je ne vois pas personnellement, historiquement parlant, cela uniquement comme l'espèce d'évolution téléologique, c'est-à-dire qui commence quelque part et va tout droit vers un but qui est nécessairement émancipateur. Je veux dire, ça va dans toutes les directions et ça change suivant les situations politiques, régionales, globales, et ce n'est certainement pas spécifique. Il y a des spécificités certainement qui existent dans certains contextes sociétaux, mais les dynamiques qu'on peut y observer ne sont pas limitées à ces endroits-là. Et je voudrais revenir à cette notion qui m'est très chère de cette circulation accrue des idées qui existent. Mais ce qui est intéressant aussi de voir, c'est de reconnaître ce que j'ose peut-être appeler les traductions locales de cette circulation mondialisée de notions et leurs différentes histoires et leurs différentes interprétations qui aussi évoluent, j'emploie ce verbe par manque d'employer un autre verbe qui soit plus pointé là-dessus, mais il y a toujours cette spécificité du moment et de la situation, et aussi quand il s'agit de l'identification, ou bien des identités en général, elles sont tout le temps multiples. Et donc, ce que nous appelons les identités queer s'inscrivent toujours dans tout un catalogue de revendications, d'histoires, de notions, d'aspirations, de possibilités de limitation qui sont spécifiques au moment donné dans lequel la personne concernée se situe. C'est très mouvant et très ouvert. Enfin, c'est très... Oui, mais cela dit, enfin, ce que j'essaie de dire ne relativise en aucun cas les réalités d'homophobie, de violence qui aussi existent. C'est-à-dire, oui, il y a ces possibilités, mais en même temps, il y a une complexité attachée à cela, qui n'est pas nécessairement tout le temps violente, mais la violence existe. Que cela soit à Beyrouth ou soit à Paris, ça c'est aussi quelque chose qui est important à soulever. Oui, on n'a pas mentionné spécifiquement. Je vous propose d'adresser vos questions. On va commencer par allez-y, monsieur. Oui. J'ai vécu les 3 dernières années en Égypte, je suis libanais. Et ma question c'est, ok, on a évoqué la Tunisie, on a évoqué le Liban qui sont apparemment les 2 pays de la zone qui sont les plus avancés dans ce domaine-là. En ayant vécu en Égypte les 3 dernières années, j'ai pu voir et vivre avec la communauté homosexuelle dans le pays. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les Égyptiens suivent de très très près ce qui se passe au Liban. Ils écoutent les artistes libanais qui ont souvent des opinions très favorables à l'homosexualité. Ils ont écouté les juges, enfin, ils suivent de manière très proche ce qui se passe, de très près. Comment le Liban ou la Tunisie, enfin, en l'occurrence du Liban, comment le Liban peut, d'une manière ou d'une autre, aider, même si on a beaucoup de choses à faire encore au Liban, mais quel pourrait avoir l'impact du Liban sur les pays autour? Là, en Égypte, par exemple, la situation est catastrophique, surtout après le concert de Machar al-Ain. Par quel moyen le Liban peut contribuer à aider ces autres? En fait, je ne vais pas exactement répondre à cette question-là, parce que je ne connais pas la réponse, et je ne sais pas si cette question est vraiment la question à poser. Et ce qui est intéressant, malgré tout, c'est qu'en 2011, au début de ce qu'on a appelé les révolutions arabes, il y a eu toute une, pour évoquer encore une fois le terme de circulation, mais là, d'individus, de Beyrouth
vers le Caire. Et aussi une chose qui n'était pas du tout nouvelle. Historiquement parlant, il y a aussi toujours eu, il y a eu pendant une période assez longue qui a commencé sous l'Empire ottoman, cette connexion privilégiée. En fait, énormément d'associations qui se sont formées, d'individus, notamment des amis à moi, libanais, qui sont allés au Caire pour travailler. Il y avait eu toute cette effervescence en 2011-2012, bien sûr avant 2013, où tout a, comment dire, tout est tombé. Et donc, je pense que même si, sans vouloir être trop naïf et trop optimiste, même si nous avons l'impression que il n'y a plus de possibilités dans le contexte régional, notamment dans le contexte spécifiquement en Égypte, il y a des rapports, et notamment ce que vous venez de dire, comment dire, le fait que les Égyptiens savent très bien ce qui s'y passe autre part, ils sont très très attentifs. Donc même si la situation actuelle ne permet pas une expression ouverte, même si elle existe, enfin elle persiste malgré toute dictature militaire qui rend la vie quotidienne impossible pour un grand nombre de personnes qui vivent aussi en exil, mais je pense que ce que vous êtes en train d'essayer de revendiquer est en fait quelque chose qui se passe déjà, peut-être pas sur la scène ouverte à tout le monde, mais il y a, enfin, pour faire vite, il y a cet espoir, sans vouloir être trop naïf et trop optimiste, qui est déjà en train de se faire. Oui, tu veux oui, juste rapidement, en fait. Moi, je pense que ce qui est important, en fin de compte, c'est de combattre cette notion de relativisme culturel qui est brandie à chaque fois qu'il s'agit de questions de genre, d'égalité homme-femme, de rapports en matière de droit de la famille, de relations sexuelles, de liberté sexuelle, etc. Dès lors qu'il y a de plus en plus de visibilité dans ces pays-là, de l'existence justement de ces différentes communautés, de ces différentes manières de vivre, ça fait avancer les choses sur le terrain du droit, parce que ça permet au fait d'écarter l'idée selon laquelle on aurait une culture spécifique qui s'opposerait à toute intrusion des droits fondamentaux dans ces matières-là. Ceci dit, ce qui est important de le noter, au fait, c'est qu'après ces décisions judiciaires, enfin, de certains juges, parce que là, au Liban, on a gagné la bataille, là, il y a une division entre les magistrats. Là, en 2009, il y avait une décision, 2014, une deuxième, 2015, une troisième, 2016, une quatrième, et là, on en a deux de plus. Donc, c'est une évolution, mais une évolution lente, et le système n'est pas un système qui ne réagit pas. C'est qu'on a des associations qui organisaient, il y a une association qui a organisé enfin une rencontre entre personnes qui qui se mobilisent au fait, dans les pays arabes pour les questions LGBT, et la Sûreté Générale s'est présentée sur place pour empêcher la conclusion de ce congrès-là. Les personnes qui étaient de nationalité étrangère, notamment arabes, ont été obligées de quitter le territoire libanais, et là il y a des interdictions d'entrer sur le territoire libanais au nom d'un ordre public moral que la Sûreté Générale impose, alors que ce n'est pas de la compétence de la Sûreté Générale. D'ailleurs, des avocats de Jalal Nizad, Sari et Rida Frenji contestent justement la compétence de la
de la sûreté, on a été devant le Conseil d'État, on attend justement ce que sera la décision du Conseil d'État, mais c'est pour dire que le système réagit. Ce n'est pas une bataille, en fait. Ce n'est pas, en fait, les choses ne sont pas si simples que ça. Il y a toujours des personnes au Liban qui sont détenues, en tout cas provisoirement, sur la base de cet article-là. Il y a toujours des pressions qui sont faites pour faire soumettre ces personnes à ce qu'on a appelé les tests de la honte. Donc, les choses ne sont pas faciles, c'est un combat en fait. Mais ce qui est important, que ce soit en Liban, que ce soit dans d'autres pays, c'est la visibilité, à mon avis. Les tests là sont toujours en train de... Il y a eu en 2014-2015 des cas dans lesquels on nous a informé que certains procureurs imposaient toujours ces tests-là. Bien évidemment, il y a eu cette circulaire-là, de moins en moins de juges imposent, les procureurs imposent ce test-là, mais il y a certains magistrats qui sont toujours... En 2014, oui, il y a eu rien. Les magistrats sont libres. On n'a pas un système de précédent pour le voir. Donc, chaque magistrat est libre de retenir l'interprétation qu'il souhaite. C'est encore possible aujourd'hui de le faire. C'est encore possible. Quand vous vous trouvez face à face devant un policier, au fait, vous êtes en garde à vue, vous n'avez pas droit à être assisté par un avocat. Ce n'est pas si facile de dire non. Ce n'est pas si facile de ne pas donner le code de notre téléphone. Ce n'est pas si facile de résister au moins à ce qu'on peut qualifier de pression morale si ça ne va pas plus loin. On n'a aucun de ces droits, non? Il y a un article qui prévoit toute une liste de droits de la défense, mais comment mettre en œuvre ces droits s'il n'y a pas un avocat qui est présent pour s'assurer en fin de compte que ces droits sont respectés. Il y a des mains qui sont levées tout à l'heure qui ne se lèvent plus. S'il y avait mademoiselle... Justement, je voulais parler de la Network conférence qui était organisée par Femena et qui a eu des grosses complications. Je voulais juste rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Enfin, désolé, ce que vous disiez tout à l'heure. Je travaille avec les associations de la région MENA, et notamment des associations de lutte pour les droits LGBT. Et justement, en fait, si c'est pas visible au quotidien, les associations, elles bossent énormément, justement, entre elles au niveau régional, pour faire reconnaître les droits, le droit d'accès à la santé, les droits humains, etc. Et il y a vraiment tout un travail collectif au niveau de la région aussi pour reconnaître les droits. Et je pense que il y a énormément d'associations libanaises qui ont inspiré beaucoup d'autres assos tunisiennes notamment. Et en l'occurrence, par exemple, les tests anneaux en Tunisie continuent d'être pratiqués assez régulièrement. Merci. J'aimerais simplement rebondir sur la question de droit, parce que clairement et concrètement, c'est ce qui fait réellement avancer et garantir des valeurs ou même des droits sur le terrain, sachant que les instances religieuses sont clairement en pouvoir du droit de succession, du droit privé, du droit... dans quelle mesure on peut imaginer une avancée? Enfin, ça peut paraître naïf comme question, mais comment on peut avancer, comment ces combats peuvent se faire valoir tant que le système légal aujourd'hui au Liban, en tout cas concernant le droit des affaires familiales, le droit privé et le droit de succession, ne garantit rien à la communauté LGBTQ. Alors, je pense que déjà, il y a cette idée selon laquelle le droit de la famille, les questions qui sont relatives Le tout mariage. ce qui est autour de la famille, donc le mariage, la filiation, ce qu'on appelle juridiquement l'état des personnes, la personne en tant que telle, c'est l'apanage du droit des communautés religieuses. C'est l'image qui est circulée. Mais cette image est contredite par la réalité, je m'explique. L'État libanais, en fait, n'hésite pas à intervenir pour écarter les conceptions religieuses lorsqu'il s'agit d'intérêts qui sont considérés comme fondamentaux pour l'État libanais. Je donne un exemple.
en matière de nationalité. Les tribunaux judiciaires considèrent aujourd'hui que les personnes qui peuvent acquérir la nationalité libanaise sont les personnes qui sont nées de pères libanais, et l'interprétation des décisions, l'interprétation des tribunaux judiciaires est de dire personne née de père libanais, ça veut dire une filiation qui est totalement biologique. Donc on fait des tests d'ADN pour voir si le père est le père biologique de l'enfant. Quand on regarde les droits religieux, dans le droit religieux, il y a des conceptions différentes de la filiation. On a la filiation biologique certainement, mais on a bien évidemment présomption de paternité qui est très forte, que ce soit dans le droit des communautés catholiques, orthodoxes, protestantes, ou dans le droit des communautés musulmanes, qui empêche justement de contester cette présomption, puisque justement ce qu'on veut protéger, c'est la filiation dans le cadre du mariage. Et on empêche bien évidemment l'établissement de la filiation adultérine, qui est faite hors mariage. Devant les tribunaux judiciaires, en matière de nationalité, un enfant adultérin peut être inscrit et peut acquérir la nationalité libanaise dès lors qu'il prouve qu'il est né d'un père libanais, né au sens de filiation purement biologique. On écarte donc les conceptions religieuses, même si sa filiation, donc le concept de né de père libanais, selon le droit libanais et le droit de la famille des communautés religieuses, empêche d'établir cette filiation. Dans le même contexte, si une personne obtient des juridictions religieuses une décision qui reconnaît sa filiation, si la filiation n'est pas conforme à une filiation biologique, on ne regarde pas la présomption de paternité, on ne regarde pas le mariage, s'il n'y a pas le lien biologique, pas d'acquisition de la nationalité. Ce qui veut dire, enfin, tout ça pour dire quoi, que l'État contrôle la sexualité, le genre, la famille, et que cette image selon laquelle ce sont cette multiplicité des communautés religieuses empêcherait l'entrée des droits fondamentaux sur cette scène-là est erronée, parce que quand l'État considère qu'il y a des intérêts fondamentaux de la nation, il n'hésite pas à écarter les conceptions religieuses. Pourquoi ne pas le faire quand il s'agit de droits fondamentaux? Quand on parle du code pénal libanais, quand on regarde les discussions qui ont été faites sur la loi qui a été votée contre la violence au sein de la famille, on voit bien que ces questions-là, ce sont des questions qui sont assumées par l'État. Mais c'est toujours sous couvert de diversité des communautés religieuses, relativisme culturel, on peut pas aller. Mais ce discours en tant que tel est un discours trompeur. Et il faut justement le détruire en démontrant qu'il est inexact au regard donc, de l'état du droit libanais pour rendre au fait les personnes qui produisent le droit responsables des prises de position qu'elles prennent. Donc, je termine juste sur cette idée, c'est que, au fait, quand on parle de religion et de droit religieux, il y a également une diversité des droits religieux. Il y a des mouvements au sein même de ces droits religieux. Et donc l'idée selon laquelle les droits religieux en eux-mêmes sont contraires aux droits fondamentaux, que ce soit sur le plan des droits LGBT ou des droits de la femme, etc., est une idée qui conduit à l'essentialisation des droits religieux et qui n'est pas neutre parce qu'elle vise justement à empêcher l'émergence et même la reconnaissance des courants au sein même des droits religieux qui sont contraires à la lecture officielle qui est imposée. Et c'est pour ça que quand on regarde la Tunisie, c'est intéressant, et c'est pour ça que j'ai dit que la Tunisie est encore plus avancée que nous. Parce que sur le plan du droit de la famille, la Tunisie a démontré que une société dans laquelle il n'y a pas cette diversité des communautés religieuses, donc 18 communautés religieuses au Liban, a fait des avancées considérables en matière de droit de la femme.
Du coup, est-ce que vous pensez que l'État, il y a cette volonté-là au sein de l'État aujourd'hui? Libanais? Oui. Est-ce qu'il y aurait cette volonté de surpasser les instances religieuses qui prennent sous prétexte? Parce que ce sont des structures de pouvoir. Quand on regarde le législateur, en fait, il y a tout un... Mais ce que j'essaie de dire en fin de compte, c'est qu'on peut sortir, c'est qu'il faut sortir de ce discours-là. Dès lors qu'on reconnaît que ce n'est pas parce qu'il y a, bien sûr, il y a des relations entre les droits religieux mais dès lors qu'on reconnaît donc l'idée que ce n'est pas la diversité religieuse, la nécessité de respecter les identités religieuses qui empêchent les avancées sur le plan des droits fondamentaux, c'est là qu'on peut commencer à aller à l'avant. Parce que cette diversité, elle existe, mais il n'y a aucune communauté qui a l'apanage du droit religieux ou du discours religieux sur une question donnée. Et il faut faire montrer, en fait, oui, ces aspects.